Ils ont 6 pattes, sont souvent petits, certains sont des cauchemars pour les agriculteurs, d'autres sont au contraire leurs alliés et il faut savoir leur apporter le gîte et le couvert pour les attirer dans les parcelles. Pour bien s'y prendre, mieux vaut faire appel à une ou à un entomologiste spécialisé dans le domaine agricole. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Johanna Villeneuve-Chassé, une entomologiste qui conseille les agriculteurs. Johanna, le métier d'entomologiste est-il en voie de disparition ? Alors il était en voie de disparition, on va dire dans les années 90-2000, même 2010. Et là, je pense qu'à partir des années 2020, on va se rendre compte de plus en plus, et on se rend compte de plus en plus que l'entomologie est important. Alors moi, je suis entomologiste indépendante, qui donne des conseils pour les agriculteurs, c'est un laboratoire aussi de recherche appliquée. Donc dans ce domaine-là, on n'est pas beaucoup, on doit être 4. Pour quelles raisons vous sollicite-t-on ? On nous demande, on a des problèmes, ici comme sur Colza, de grosses altises. Comment peut-on faire pour résoudre ce problème ? Et souvent, c'est est-ce qu'ils ont des prédateurs ? C'est souvent la question. Et souvent, on pense qu'il n'y en a pas. Parce qu'on ne connaît pas trop le monde des insectes. Et c'est vrai que c'est tout petit. Donc par exemple, l'ennemi principal de la grosse altise, qui est un parasitoïde qui s'appelle Tersilochus, il fait que 2-3 mm. Donc on ne le voit pas comme ça, on ne se rend pas compte de son efficacité. Quels sont ses besoins pour faire son cycle ? Et ça, on ne connaît pas. Il y a très peu de recherches là-dessus, ou alors il faut un petit peu rechercher un peu partout, dans la biblio, à droite à gauche, mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas souvent beaucoup d'informations dessus. Pour aller plus loin en matière d'agroécologie, devra-t-on aussi devenir éleveur d'auxiliaires ? La plupart du temps, les auxiliaires ont besoin de pollen pour pouvoir se reproduire. Donc plus une femelle, par exemple de cirfe, plus elle va manger du pollen, plus elle va pondre des œufs qui vont donner à leur tour des larves prédatrices de pucerons. Donc c'est-à-dire que si on a suffisamment de fleurs, on pourra avoir peut-être suffisamment donc de cirfe pour réguler les populations de pucerons. Donc c'est pour ça qu'on met en place justement ces bandes fleuries de plus en plus dans les milieux agricoles, mais on ne va pas mettre n'importe quelle fleur. On va choisir des fleurs qui soient le plus attractives possible pour les ennemis naturels des ravageurs qu'on va cibler. Il faut penser à leur alimentation, mais aussi leur créer des refuges. Par exemple, les chrysopes, elles hivernent. Il y a une espèce de chrysope qui est très importante dans le nord de la France, qui va hiverner normalement dans les greniers. Mais elle hiverne aussi dans les boîtes d'hivernage. Donc en fait, ça c'est des systèmes un peu artificiels pour un petit peu essayer de conserver les chrysopes qu'on aura nourris, on va dire, dans l'année avec des fleurs, et puis avec les pucerons, les acariens et tout ça, dont les larves vont se nourrir. Et puis on va leur apporter ce qu'il faut pour l'hiver. Implanter une bande fleurie, ça a l'air simple, mais c'est tout un savoir-faire. C'est vraiment un savoir-faire, mais je vois, en travaillant avec les agriculteurs, au fur et à mesure des années, on a de plus en plus des mélanges fleuris qui sont de plus en plus efficaces, ou en tout cas de plus en plus fleuris. Ça marche de mieux en mieux. Mais on commence souvent avec des choses simples. Voilà, au départ, on part sur une espèce de fleur pour adapter son semoir, pour bien travailler le sol au départ, pour pouvoir bien semer, bien faire attention aux conditions météo pour qu'il puisse pleuvoir pas longtemps après, pour pouvoir arroser les graines. Donc c'est tout un savoir-faire. Merci Johanna. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.